brasse dans le monde, mesdames et messieurs. Et pendant que ça brasse, Mark Carney se fait dorer la couenne en Arabie Saoudite. Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques. Bonjour. Bonjour. Que fait donc le premier ministre du Canada dans ce pays du Golfe actuellement? C'est une bonne question. En tout cas, il aime voyager, Mark Carney. Ce ne sera pas son premier voyage. Je pense que ce qu'il faut comprendre, il y a vraiment eu un tournant dans la politique étrangère du Canada avec l'arrivée de Mark Carney au pouvoir. Puis il y a un gros paradoxe ici. On se souvient que Justin Trudeau, les droits humains, la démocratie, le respect finalement des valeurs libérales, c'était pas mal important. C'est d'ailleurs ça qui avait créé une chicane diplomatique assez majeure avec l'Arabie Saoudite parce que c'est un pays, comme d'ailleurs toutes les autres monarchies du Golfe, qui n'a pas un excellent bilan au niveau des droits humains. Ce ne sont pas des démocraties. Et je t'arrête parce que tu dis valeurs libérales, là, c'est les valeurs de Justin Trudeau qui interprètent le libéralisme parce que je connais certains partisans du libéralisme qui diraient que Justin Trudeau, c'était pas tout à fait ça. C'est donc un progressisme qui pense que l'individu est tout, que l'individu et sa communauté, d'ailleurs, on sait que c'est très important pour ces libéraux-là, la communauté. Mais avec Mark Carney qui arrive au pouvoir, on change de discours complètement. On nous dit essentiellement, c'était bien le fun, les valeurs, quand les Américains étaient sympathiques. Désormais qu'ils sont méchants et qu'ils nous menacent, ce qu'on doit faire, c'est protéger nos intérêts. Et si tout ce qu'il faut faire, c'est protéger nos intérêts, alors pourquoi ne pas aller voir une pétromonarchie richissime, comme l'est l'Arabie Saoudite, pour tenter de sécuriser des investissements en IA au niveau des produits agricoles, des choses comme ça. Et c'est ce que Mark Carney va faire. Mais ce qui est vraiment drôle ici, puis je dis drôle, je choisis le terme, là, c'est on répond à Donald Trump en lui donnant raison. On répond à son attaque sur les valeurs internationales en disant essentiellement, vous savez quoi, vous avez raison, M. Trump, nous aussi, nous n'allons que protéger nos intérêts et au diable, finalement, tout ce qui faisait la distinction du Canada quand même. Bon, on se pose la question quand même sur la pertinence de tous ces voyages. Ça a été reproché par certains. Il n'est pas au Canada, pendant ce temps-là, il est partout ailleurs, puis on se demande à quoi ça sert. Mais Isabelle, c'est des investissements. Lui, il travaille à sécuriser le Canada pour les siècles à venir. Parce que Mark Carney, ça, c'est une autre affaire qu'il faut dire, c'est probablement depuis Pierre Elliott Trudeau, la personne qui est dans l'entreprise de construction canadienne la plus clair. Il a vraiment un projet de nation building, en bon français, pour le Canada. Il veut prendre 10 provinces, 3 territoires, puis en faire un État unifié. Et ça, on le voit dans ses voyages, parce qu'il diversifie nos exportations. Pourquoi? Pour nous rendre plus résilients, plus forts, moins dépendants d'un seul pays, donc plus souverains. Mais on le voyait aussi, on en a parlé récemment avec le concours de rénovation du 24 Sussex, où essentiellement, on dit on va lancer un festival architectural, tous les Canadiens vont s'y intéresser pour nous doter, en fait, d'un vrai lieu de pouvoir. Et si on comprend ça, je pense qu'on comprend mieux toute la politique de Mark Carney, la grande politique de Mark Carney. Ben, c'est destiné à faire du Canada un État, peut-être pour la première fois de l'histoire du Canada. Mais c'est pas, je veux dire, le contexte le requiert, là, en fait, diront certains, mais en fait, et tu l'as évoqué, je veux dire, déjà, il a été élu largement en réaction à ce que Donald Trump dit et semble vouloir faire du Canada. Et donc, je sais pas, ce qui me chicote toujours, puis je te donne largement raison, mais quelle est l'alternative à ça? Ben, quelle est l'alternative à ça? Si vraiment le gros... Là, je fais l'argument maximalement contre Carney. Là. Ouais. Si vraiment le gros problème, c'est les États-Unis qui sont plus protectionnistes. Mais remarquons d'abord deux choses. La très vaste majorité des exportations canadiennes sont toujours couvertes par notre accord de libre-échange. On aurait pu adopter une autre stratégie, dire essentiellement, ben, peut-être que ça ne durera pas aux États-Unis, espérer qu'ils redeviennent rationnels si l'échange est rationnel après le départ de Donald Trump et se contenter d'aider nos industries ici qui souffrent, considérant la bonne cote de crédit relative du Canada. On aurait probablement eu la marge de manœuvre fiscale pour soutenir ces industries-là sans pour autant redéfinir complètement notre rapport au monde, ce que Mark Carney est en train de faire. Ce qu'on entend aussi, c'est, ben, pendant ce temps-là, nous... on a de la misère au Canada, il y a plusieurs enjeux, tout le monde veut se séparer, ben, l'Alberta veut se séparer, le Québec, le taux de chômage, la dette, la criminalité. Il y a beaucoup d'arguments où on se dit, il est où notre premier ministre pendant qu'au Canada, on aurait besoin de lui? Mais le premier ministre répondrait, écoutez, si vous voulez répondre à tous ces enjeux-là, vous avez besoin d'une économie forte et souveraine et résiliente et fonctionnelle. Et pour ce faire, ben, elle doit pouvoir exporter partout sur la planète. Et je fais ça pour pouvoir éventuellement, je ne sais pas s'il le dirait comme ça, me retourner vers vous et enfin m'intéresser aux problèmes des Canadiens. Mais chose qui est certaine par rapport Mark Carney, il marche sur l'eau. Et d'ailleurs, sa politique fonctionne. On avait un palmarès sur Journal de Montréal récemment qui nous disait que c'était la personnalité la plus populaire. Tu mentionnais Alberta, Isabelle, il joue très bien ses cartes, même au niveau de la politique interne du Canada. Avec ce projet de pipeline-là, il vient peut-être de damer le pion aux ambitions indépendantistes en Alberta, qui déjà n'étaient pas très, très fortes. Et par ailleurs, puisque, bon, tu es là, bon, à nous parler d'affaires internationales, mais puisqu'on ramène ça un peu à nous, je voulais un peu t'entendre, parce que là, on a vu donc ce projet entre
entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Puis d'ailleurs, on a créé un précédent. On va verser une sorte de royauté, de redevance aux Britanno-Colombiens, donc ils vont en bénéficier. On a vu quelques jours plus tard Doug Ford, avec Danielle Smith, annoncer, bon, c'est un peu un plan sur la comète, là, mais un pipeline là, de 3300 km qui va traverser tout le Canada. On voit toutes ces provinces qui répondent un peu à Mark Carney, à ce projet de nation building. Et la question que je me pose un peu, c'est que fait le Québec? Là, mais le Québec pourrait avoir un tracé. Le Québec change son discours, oui. C'est Christine Fréchette. Le TGV, le pipeline. Mais le pipeline, il y a une ouverture. Les éoliennes, j'ai l'impression qu'on est comme un peu... encore une fois, je veux t'entendre. J'ai l'impression qu'on est comme un peu figé. Là. Tous les autres premiers se parlent, puis font des projets entre eux. Puis Christine Fréchette a dit oui, mais je l'ai pas vu. C'est PSPP qui est allé voir Danielle Smith. Là, tu comprends? C'est un peu weird là, ce qui se passe au Québec actuellement. On est complètement paralysé, on dirait, par la situation. On est tétanisé par rapport à ça. De certaine manière, le Canada anglais a peut-être en ce moment sa révolution tranquille avec Mark Carney. non, mais je veux dire, si on regarde... Puis là, moi, je suis pas le plus grand fan de Mark Carney, mais si on regarde où se trouve l'énergie politique en ce moment, quel palier de gouvernement propose de grands projets de grande ampleur qui peuvent faire rêver, c'est pas le gouvernement québécois. Peut-être qu'on devrait réagir à ça en nous-mêmes proposant des projets pour... Par exemple, le TGV, là, c'est pas normal qu'on ait dû attendre le fédéral pour penser à avoir un train à grande vitesse. 100%. Peut-être c'est pas le meilleur, le TGV, peut-être qu'on veut un TGF, peu importe, mais le Québec aurait dû se doter depuis des décennies de ce genre d'infrastructure-là. Ça me fait un peu de peine là, qu'on ait dû attendre que le fédéral nous l'offre d'une certaine manière. Voilà, donc peut-être c'est ça que nos gouvernements doivent faire, proposer de grands projets qui nous feront rêver, comme le grand fédéral était un peu capable de le faire. Mais le pipeline, on en parlait, on est en train de changer notre fusil d'épaule parce que même le projet Oléoduc Énergie Est, au début des années 2010, a finalement été avorté. Mais là, c'est comme s'il y avait peut-être une ouverture pour ce fameux pipeline de l'Ouest. Mais il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Donald Trump a vraiment bouleversé les choses, puis il a rendu je pense qu'il nous a permis de considérer certaines choses qu'on jugeait comme non considérables. Je veux dire, par le passé, tu parlais d'Énergie Est, lorsque le discours environnemental était encore un peu plus fort, en fait, plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui, il l'est certainement moins dans les oreilles de Mark Carney, mais il y avait des oppositions à ces projets énergétiques-là parce qu'on jugeait que la lutte au changement climatique ou peu importe la préservation de l'environnement était plus importante. L'arrivée de Donald Trump sert de justification pour une panoplie de choses qui étaient inenvisageables avant. Et éventuellement, si Christine Fréchette veut le faire passer, ce projet-là, où elle veut l'accepter, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire, eh bien, avec le danger de l'autre côté de la frontière, nous avons besoin d'être plus résilients et pour ce faire, nous devons considérer de tels... Vous voyez, et ça, c'est ahurissant quand même. Et je pense qu'on n'a pas encore pris la pleine mesure d'à quel point notre monde, la normalité a été chamboulée par le bonhomme orange. Sinon, parlant du bonhomme orange, il se passe quand même beaucoup de choses aux États-Unis. C'est une élection à venir en novembre. Tout le monde place un peu ses cartes. Puis ce qui fait énormément couler d'encre depuis quelques jours, c'est ce candidat au poste de gouverneur, si je ne m'abuse, dans l'État du Maine, Graham Plattner. Raconte-nous peut-être un petit peu, là, Georges, qui il est, qu'est-ce qui se passe. Puis bon, il a démissionné, effectivement. Le premier élément à comprendre, le Parti démocrate aux États-Unis est dans une crise existentielle. Il ne sait pas quel discours, mais surtout quelle image adopter pour parvenir à offrir un défi de taille au mouvement trumpiste, tout simplement aux républicains. Et là, il était candidat pour être sénateur dans le Maine. Attends. Et le Maine, c'est un État important parce que c'est un des seuls États que les démocrates peuvent raisonnablement espérer flipper aux élections de mi-mandat. Et s'ils veulent reprendre le contrôle du Sénat, ce qui est absolument essentiel s'ils veulent faire avancer leur projet, ils ont besoin du Maine. Et là, la question qui se posait, c'est quel candidat on choisit? Est-ce qu'on prenait Janet Mills, qui était l'ancienne gouverneure du Maine, qui ne peut pas se représenter comme gouverneur, qui était essentiellement la figure des démocrates institutionnels? Imaginez-vous une politicienne de carrière, c'était elle. Okay, elle avait des mesures plus centristes, qui ne chamboulaient pas trop les choses, mais elle semblait compétente. De l'autre côté, vous aviez Graham Plattner. Et son histoire est assez intéressante parce que c'est un cultivateur d'huîtres. Bon, on apprend que sa seule cliente, c'est sa mère qui avait un restaurant distingué. Et quand vous le regardiez, le bonhomme, il a une barbe, il a des tatous, c'est un vétéran. Ah oui, il a l'air d'un bon gars de la classe travailleuse. Ouais. Et là, il y a beaucoup de démocrates qui se sont dit, écoutez, on a besoin de ça. C'est lui qu'on veut mettre sur notre affiche pour convaincre les électeurs qu'on est sérieux, qu'on n'est pas déconnecté, qu'on s'intéresse aux vraies affaires. On est le vrai monde. On est le vrai monde. Le problème avec Plattner, c'est qu'il y avait la face de l'emploi, ou la face dont on pensait qu'il devait avoir, mais il y avait un assez lourd passé. Bon, il y avait des posts sur Reddit qui étaient assez incendiaires. Après, il y avait un tatou nazi. Bon, il disait qu'il ne savait pas qu'il était nazi, finalement, il savait qu'il était nazi. Il y avait un comportement très problématique avec les femmes, mais ce que les démocrates ont dit, c'est ça vaut pas la peine. Vous voyez, on peut se permettre d'ignorer tous ces éléments-là
parce que sa face est tellement bonne. Puis lui, il va nous aider à gagner. Il est pas mauvais, là, je dirais. Il y a du charisme. Ouais, c'est ça. On a envie là, de le suivre peut-être un peu. Là. On prendrait une Bud Light avec lui. On est démocrate, donc une Bud Light. Ou deux ou trois. Mais bon, donc il y avait ça, ce charisme-là. Le gros problème, c'est que lundi, on a une femme qui s'appelle Jenny Racicot, je crois, qui est allée de l'avant en disant qu'il avait violé. Bon, et ces allégations sont crédibles. Et donc, là, il y avait une tempête au sein du Parti démocrate parce qu'on ne peut pas garder comme candidat pour le Sénat un homme qui aurait, bon, c'est des allégations, mais quand même un homme qui aurait peut-être agressé sexuellement une femme. Ouais. Et donc, il a été tassé par le parti. Et voilà un peu la courte histoire. Certains disent qu'il pourrait se présenter à la présidentielle à la place pour remplacer l'autre dont les allégations n'ont pas interdit de gagner la présidentielle. Hein, on rappellera. Vas-y, Georges. Mais une vraie question pour le Parti démocrate, c'est qu'il y a un trade-off ici. C'est est-ce qu'on peut se permettre de passer sur le lourd passé de certains candidats parce qu'ils auraient la face de l'emploi ou non? On le fait beaucoup de ce temps-là, non? Le problème, c'est que les républicains le font. Les républicains sont très bons pour présenter des candidats au passé. On commence à le faire en France. Puis oui. Est-ce qu'il faut gagner? Ça devient la norme. Wow. La morale ou la victoire? Je vous laisse là-dessus. Oh, bonne question. Très bonne question. Merci, Georges. À bientôt.